qu'elle soit analphabète, nul n'est censé ignorer le pouvoir de la femme. Nous parlons aujourd'hui de la femme génitrice, de la femme procréatrice, celle à qui la possibilité, la capacité de donner la vie a été confiée. Nous voulons encore une fois, à travers cette émission, honorer toutes les mamans. S'il y a des mamans dans cette salle, s'il y a aussi des enfants dans cette salle, je veux entendre tout simplement « Bonne fête, maman !» Une deuxième. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci à toutes les mamans. Eh bien, nous vous embrassons. C'est le cadeau qu'on peut vous offrir. On peut vous offrir aujourd'hui notre amour. On aurait souhaité vous offrir plein de cadeaux, mais ça va venir. On se prépare et puis, en d'autres circonstances, on le fera. Vous n'êtes pas déçus? Pas du tout? Ah d'accord. Elles sont tout simplement heureuses. Merci de votre présence. Merci aussi à tous les enfants qui ont honoré leur maman hier. Vous êtes toujours à ces midis. Je vais vous inviter à vous asseoir. Merci de votre amabilité. Et faisons donc rapidement un petit tour de table pour savoir de quoi il s'agit. On commence avec Jean-Michel. Bonjour. Bonjour Caroline et très bonne fête aussi à toi puisque tu es une mère et une inspiratrice aussi pour beaucoup de jeunes aujourd'hui. Bonjour à la maison, bonjour à toutes nos mamans qui nous regardent. Beaucoup d'amour à vous et encore une fois, longue vie, très heureuse vie à vous pour ce jour. Je vous prévois 3 points. Les lauréats du SILA 2017, la grande nuit des chansonniers et maîtres de la parole, qui est une initiative nouvelle qui va bientôt s'imposer en Côte d'Ivoire. Et puis, on va finir sur un jeu Made in Togo, 100% togolais, qui commence à séduire le monde. C'est The Boy in the Savannah. Les détails à suivre. Merci infiniment, Jean-Michel. Notre docteur Philo. Ouais. Plus studieux que jamais, plus consciencieux que jamais. On se demande bien de quoi s'agit-il. C'est calcul de moyens 2 jours là, donc c'est mêlé même. Je ne comprends même pas mes moyens là même. Les professeurs là, ils sont contre moi même. Ils sont contre moi. Ah, mais est-ce que tu as bien travaillé cette année? Je travaille, mauvais, je travaille. C'est pas c'est un élève studieux, nul, sciences physiques. Il dit procès, expérience, ampoule, tout ça là. Il me parle d'intensité d'ampoule. Il dit on calcule ça en watts. On m'a dit ça en BT, baisse de tension. Parce que moi je suis dans ma précaire. Ah, Issa Jo m'a donné 0. Il me dit de résumer en une seule ligne la deuxième guerre mondiale. Une seule ligne. Il a mis gaga gaga et les gens mourront. Il a eu 0. Il a eu ça. Et en mathématiques, il me traite d'un poli. Chaque fois, il me donne limite de sinus, cosinus, beaucoup de sinus. J'ai dit, monsieur, trop de sinus donne sinusite. Il me donne 1. Moi, je ne comprends pas. Bon, allez là. Là, moi, je suis allez là. Mais il n'y a pas une matière où tu as eu la moyenne? Non, c'est EPS. Là, j'ai trop fort, agilité au sol, tout ça, il y a une moyenne. Mais ça, je ne suis pas d'accord. Ça, là, c'est revendication. Il n'est pas du tout d'accord. Merci beaucoup, docteur Philo. Et on vous souhaite bonne chance. Bonne chance pour la moyenne de fin d'année. Merci. Moi, je ne suis pas esclave d'école. Merci. Et bien, si vous avez suivi l'émission du vendredi, nous étions en compagnie du Martiniquais Éric Virgal. Eh bien, c'est une émission qui s'est très bien passée. Les amoureux étaient nombreux dans ce studio et je suis sûre que vous avez pris un énorme plaisir à nous regarder. Voici pour vous le bonus, encore une fois, pour dire bonne fête à toutes les mamans qui nous regardent en ce moment. Ne lui raconte pas mes petits secrets à moi, elle qui m'a tant donné mais qui m'a tout repris. Alors, fais ça pour moi. Surtout ne lui dis pas qu'elle était ma lumière, mon rayon de soleil, mon étoile polaire, une offrande divine que mes doigts redessinent. Moi qui n'ai jamais su que l'amour faisait souffrir, qu'on pouvait en mourir, je l'ai laissé partir. My love, my love. Alors je pleure des heures, ne lui dis pas tout ça. Mais dis-lui que je l'aime, que je l'aime. Dis-lui que je l'aime, moi que je l'aime, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin des temps. Tu garderas le silence autour de mes nuits blanches, ma descente aux enfers, mon combat et mes prières. Je guéris de mes blessures au fur et à mesure, mais mon corps et mon âme tout en moi la réclament. Je sais pourquoi.
le ciel m'amuse mon arc-en-ciel. Dans l'éternel jour son infinie bonté, mais la faisant boucher mon frère d'éternité. Je n'imaginais pas que je l'aimerais si fort, à conjurer l'amour. Regarde, je saigne encore. My love, wow. Des moments d'amour, des moments de rêve, des moments nostalgiques, on a envie de dire. Et Dr Philo se revoit encore dans l'émission. Il en a vraiment profité, je vous assure. Et Jean-Michel, hein, voilà, à chaque fois que l'occasion lui est donnée de retrouver Jessica, franchement. Non, c'est juste pour les besoins de la télé, n'est-ce pas? Très bien, forcément, oui, tout à fait. En fait, je le fais volontiers. Et oui, nous allons donc attaquer notre sujet du jour. Mais avant, il est important de noter que l'OMS a récemment publié son rapport sur les violences faites aux femmes dans le monde. Environ 30% d'entre elles sont victimes de violences conjugales de la part de leur partenaire. Et nous, à travers cette émission, nous voulons dire non à toute forme de violence. J'ai été esclave de mon ex-mari, thème du jour. On écoute tout de suite le point de vue de Dr Philo. Ben, ce que je veux dire concernant ce thème, je veux dire que c'est déplorable, c'est aberrant. Ça faisait quand même un bon moment qu'on n'avait pas entendu ce mot. Oui, il faut déplorable. ressusciter quand même le mot. C'est un non-obstant qui est à la mode maintenant. Donc, vous dites que... C'était une signature. Pourquoi parfois en amour, ceux qui aiment souvent ne tombent pas sur ceux qui savent aimer? Souvent, c'est la question qu'on se pose. Oui, souvent quand même, il faut être romantique. Nos moments ont été célébrés hier, il y a plein qui sont allés, elles ont dansé hier, elles ont chauffé bien le coin. Mais ils retournent encore dans leur foyer, c'est la souffrance. C'est dommage. Il y en a qui vivent, oui, c'est dans des situations, c'est déplorable. Donc, je vous dis que l'esclavage, on a étudié, nous, on a histoire, on a vu l'esclavage il y a longtemps, depuis CM2, ça a été aboli. Du 19e siècle, l'esclavage a été aboli. Nous, au fait, le problème, c'est quoi? Pourquoi aujourd'hui l'esclavage continue dans les foyers? Souvent, ça s'explique philosophiquement, au fait. L'esclavage, le symbole même de l'esclavage, même, c'est les chiennes, là. Chiennes. Donc, c'est comme ces chiennes. Donc, l'esclavage, c'est un enchaînement. Donc, ça continue, c'est la chaîne qui continue aujourd'hui. Ça veut dire, si le symbole de l'esclavage était, s'ils avaient attaché les esclaves à un fil qu'on prend pour coudre là, aujourd'hui, là, on n'allait pas vivre cet esclavage-là aujourd'hui. Toklo, c'est quoi, docteur? Toklo, c'est les couturiers ambulants et autres. Ah, d'accord. Voilà, la criée qui arpente nos ruelles et autres, mais qui sauvent parfois nos femmes à la maison. Donc, ça veut dire que c'est ce qui fait que l'esclavage continue aujourd'hui. Mais je veux dire que l'esclavage n'est pas forcément physique aujourd'hui. C'est verbal. Il y a des gens dans le point de vue, oh, toi, même pour dire à ta femme que tu l'aimes, oh, je t'aime, toi, je t'adore. C'est triste. Il faut savoir, il faut blaguer les gens, voilà, les crier, tout ça. Et quand je parle de l'esclavage dans les foyers, je dis que c'est vice-versa. Autant aussi, les femmes aussi subissent cela, il y a les hommes aussi. Vous voulez plus parler de la violence? Voilà, de la violence, c'est ce qui traduit cela. Et j'étais surpris de voir hier une dame, pendant cette fête des mères, qui a fait un cadeau à son mari. C'était très symbolique, c'est-à-dire que c'est lui qui subit tout ça dans le foyer, monsieur. Il a pris le cadeau, il était là, voilà. Et en même temps, il ne faut pas directement, c'est une dame qui vient pour son témoignage, elle a été esclave de son ex, oui, on a mais il ne faut pas en même temps tirer à boulet rouge sur le monsieur, c'est la femme qui vient parler. Nous, en tant que professionnels, philosophes, nous, quand c'est comme ça, on est un peu réticents, on va écouter son témoignage, parce que c'est une femme qui vient parler. Qu'est-ce qui prouve? Parce que souvent, l'entourage fait. Souvent, on est là, la femme, tellement elle est soumise, c'est ses copines là à côté maintenant. Toi, ton petit plat, il marche sur toi comme ça, là, tu ne peux pas te... Mais c'est comme ça, la soumission, c'est ça. Pas trop de soumission. Aussi souvent, ça apporte ce qu'on appelle l'esclavage. Mais si c'est son ex qui a fait sa ex, c'est la soumission, c'est pas de se laisser écraser. La soumission, c'est une réponse. Oui. La femme est créée pour répondre. Voilà, maintenant, si elle écoute l'entourage. Si l'homme chérit, forcément la femme répondra. C'est ça. C'est sa chronique. C'est son point de vue. Voilà, son point de vue. Donc, j'ai dit qu'il ne faut pas directement jeter la pierre à l'homme, mais en même temps, dire que si le monsieur a été son ex, quelque part, c'est le collègue de dire ex, c'est que quelque part, il n'a pas été totalement celui-là même qui a fait ses malheurs. Sinon, aussi, ex veut dire qu'il a été un exemple aussi pour elle. Donc, nous, c'est très. Oui, ex. EX, ça veut dire exemple à l'école. On met exemple. EX. Oh là là. C'est un exemple. Mais c'était même pas l'abréviation. Oui. Exemple, c'était pas l'abréviation. Non. Ex, non, c'est pas l'abréviation. Non, quand l'interrogation du pas, on met EX directement. De toutes les façons, c'est vous, docteur Philo, donc on le prend comme ça. Merci. Que feriez-vous si votre conjoint vous exploitait? Micro-trottoir. Si mon conjoint m'exploite dans notre relation, je vais le laisser, je vais le quitter parce que je ne peux pas rester dans une relation où on m'exploite, où je ne suis pas à l'aise.
En tout cas, je ne me sens pas à l'aise, je ne peux pas rester dedans. Ce que je vais faire, je vais lui demander pourquoi il m'essaie, ou bien si ça ne marche pas, je quitte le foyer, parce que c'est un escroc. Je pense que par le dialogue, on arrivera à résoudre ce problème, mais mes convictions religieuses ne me permettent pas, si n'est-ce pas, je suis marié à une femme, de la quitter. Quel que soit ce qui arrivera, je pense qu'il n'y a pas de problème sans solution. On trouvera la solution. Si mon conjoint m'exploite dans le foyer, sincèrement, la meilleure solution, c'est de faire asseoir mon conjoint pour lui parler. Pour lui dire que ce n'est pas le fait de m'exploiter, le fait de me faire, de me maltraiter qui serait la solution. J'ai été esclave de mon ex-mari. Eh bien, cette phrase triste est de Madame Fofana Sandia. Elle a 47 ans. Elle est gouvernante aujourd'hui dans un hôtel 3 étoiles à Paris. Et elle vit en France depuis maintenant 30 ans. Madame Fofana Sandia est donc mère de 4 enfants aujourd'hui. Et nous sommes très heureux de la recevoir. Bonjour madame. Bonjour. Merci de votre présence dans ce studio, dans cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et avant toute chose, je souhaiterais vous souhaiter une très très bonne fête de maman. Merci. Vous êtes une belle maman. Merci. Et je n'entends personne l'encourager. Et je pense que vous êtes une maman courageuse avec tout ce que vous avez vécu. Avec cet esclavage dont vous parlez, tout à l'heure, nous aurons donc le déroulé de votre histoire. Oui. Mais il faut dire que c'est une histoire très, très triste. Nous tenterons de la traiter en 2 temps, c'est-à-dire aujourd'hui et demain. Mais déjà, il est important quand même de mentionner que c'est à l'âge de 17 ans que vous êtes allée pour la première fois en France pour être la femme de M. Moustapha, après avoir dit non à Abdou, votre prétendant. Celui à qui vous étiez promise plutôt, c'est ça, depuis l'enfance. Vous aviez 13 ans lorsqu'on disait que vous étiez la fiancée d'Abdou. C'est bien cela. Alors, expliquez-nous un peu les conditions dans lesquelles vous êtes partie en France. Oui, j'ai fugué avec mon ex-mari. Plus que je devrais me marier avec quelqu'un que je n'aimais pas, mon cousin. Abdou, c'était votre cousin? C'était mon cousin. Et donc, quand j'ai rencontré Moustapha, et je l'aimais aussi, hein. Je ne vais pas dire que j'ai en profité pour partir. C'était l'amour. En tout cas, pour moi, je l'aimais. Il était quand même votre aîné de 20 ans, Moustapha? Oui, 20 ans, plus âgé que moi. Oui. C'est bien cela. Et quand je l'ai rencontré, je me suis dit, bah, c'est l'homme idéal, enfin l'homme que je rêvais d'avoir. Qu'est-ce qui vous faisait penser pareil? Bah, il se comportait bien avec moi. Tout ce que j'attendais d'un homme. C'était quoi? Donnez-nous les critères, on est quand même curieux de savoir. Bah, toujours, il me faisait des compliments. Tu es belle, tu es ceci. La beauté ne compte pas pour moi. Il paraît que je suis un peu belle, mais bon. Mais vous êtes belle. Ça ne compte pas. Naturellement belle d'ailleurs. Et c'est à quelle occasion vous l'avez rencontré, Moustapha? Dans une fête organisée, je suis de Mankono. Une fête qu'on organise chaque année pour les jeunes gens. C'est quoi là? Non. Ça, c'est Do. Là, c'est Koussi. Donc, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Il m'a dit qu'il m'aimait, donc j'ai fugué. La fugue aussi, c'est toléré chez moi, quoi, chez les Dans votre tradition? Oui, dans ma tradition. Donc, j'ai fugué avec lui. Donc, la même année de la rencontre et du love, vous avez fugué? C'est la même période, je veux dire. Elle était tellement amoureuse, on va dire que c'était le coup de foudre, apparemment. Pour moi. Pour vous. Lui, il avait ses idées un coup de foudre unilatéral. Donc, il est parti me confier à un de son frère et je suis restée chez lui à Yamoussoukro. D'accord. Et vous avez quel âge? 17 ans. 17 ans. Et quelle était donc la réaction des parents? C'est vrai que ça fait partie de votre tradition, mais je veux dire, refuser votre prétendant et fuguer avec un autre, ça devait être quand même quelque chose de grave. C'était grave, mais bon, comme c'était loin, la France c'est loin, le temps qu'il trouve le visa de me rejoindre là-bas, j'avais le temps de faire ma vie avec lui. Et que vous a-t-il dit concrètement avant de vous emmener en France? Il m'a dit qu'il était en absence de divorce avec sa première femme, la troisième, je veux dire. Il avait déjà contracté 2 mariages auparavant? Oui, mais divorcé.
D'accord. Il vous a donné les raisons pour lesquelles il s'était séparé de ses précédentes? Non, non, non. Et moi aussi, je n'ai pas demandé pourquoi il s'est séparé de ses femmes. Et vous n'avez pas demandé non plus pourquoi il était en instance de divorce avec la dernière? Il m'a dit que c'était sa cousine et qu'il n'a pas choisi la cousine en question. Et moi, elle lui avait été imposée. Voilà, donc je ressentais ce qu'il me disait. Puisque moi aussi, j'étais promise à mon cousin, je me suis dit, ah, il est dans le même cas que moi. Et donc j'ai accepté et je croyais ce qu'il me disait. Et vous étiez pressé, hein? Il était en instance. C'est allé très vite. Ben, c'est l'occasion où il ne fallait pas rater. Puisque à mon retour du Koussi, directement, j'allais me marier. Donc, il fallait trouver un homme. Ah, d'accord. Donc, c'était en fait... Voilà. C'était en fait une façon de fuir le mariage avec Abdou. Oui, oui. Donc là, vous trouvez quelqu'un qui répond un peu à vos critères. Voilà. Vous dites, voici l'occasion rêvée. Oui. Et c'est comme cela que vous partez en France. Oui. Vous avez 17 ans. 6 mois après, vous allez en France. Oui. Et c'est quoi les tableaux auxquels vous êtes confrontés lorsque vous arrivez chez Monsieur Moustapha? Quand je suis arrivée, c'était le cauchemar rêvé, quoi. Je ne dormais pas, mais je faisais un cauchemar. Plus que je suis arrivée, il me présente à sa femme. Non, il me présente sa femme à moi, que voilà ma femme. Pas... Ah, c'est ce qu'il vous dit, sa femme C'est ce qu'il me dit, oui. Bah, je suppose qu'il avait dit aussi à l'autre que ma deuxième femme arrive. Et moi, ce n'était pas mon idéal de me marier avec un homme plus âgé que moi en plus. Et être dans polygamie. Dans deux femmes dans la même maison. Et donc, j'étais dedans, j'ai accepté, j'ai dit bon, malgré moi, puisque je n'avais pas le choix. C'est pas comme aujourd'hui, il y a beaucoup de Noirs en France que je pouvais me confier à la personne et déménager chez la personne. Peut-être même que la personne n'allait pas accepter. Donc, je me suis enfermée sur moi-même. Je suis restée dedans. J'ai dit bon, c'est pas grave, en Afrique, ça s'est fait. Mais c'était quoi la configuration de la maison? C'est vrai qu'il y avait votre coépouse, il y avait vous, il y avait votre mari. Il y avait le frère de Moustapha, les deux enfants d'un autre mariage qui étaient là et le fils à ma coépouse aussi. Et donc on était 8 dans la maison. Ah. Et qui n'avait rien à voir avec ici. Le mariage à 3, enfin je vais dire à 3, oui, 2 femmes et le mari. C'est ça, le mariage polygame. Ici, ça peut passer. Dans certaines traditions. Hein. Oui, ça passe ici. Dans certaines cultures. En France, ce qui me dérangeait, on était dans la même maison. Mais alors qu'ici, le mari, on ne s'en occupe pas beaucoup, enfin chez les Djoula. Donc là-bas, je ne supportais pas, mais ce qui est sûr, j'étais dedans. Mais ce n'était pas ça qui me dérangeait. Ça, après, c'est les violences qui accompagnaient tout ce que je n'aimais pas chez lui, qui me dérangeait. Quand vous parlez de violence, parce que quand vous dites j'ai été esclave de mon ex-mari, ça sonne quand même fort. Oui. Esclave, comment? Esclave, ben, c'est le mot exact. D'accord. Parce qu'à partir du moment où il faut travailler et donner ton argent, la totalité de ma paye à un homme, et soit disons c'est mon mari, donc je me dis c'est pas mon mari. Il m'a emmené peut-être pour l'idée de me faire travailler et prendre de l'argent. Et vous travaillez dans quel domaine? J'étais femme de ménage. Femme de ménage. Oui. Donc lorsque vous terminez, lorsqu'on vous paye votre salaire à la fin du mois, vous lui reversez tout l'argent? La totalité. Est-ce que lui-même avait une activité régulière? Oui. Laquelle? Modéliste. Et il gagnait bien sa vie. Il était modéliste. Je ne sais pas pourquoi ça... Il fallait travailler pour donner mon argent à un homme. Et comment se comportait-il? On reviendra sur les éléments qui vous ont fait dire que c'était de l'esclavage. Comment se comportait-il avec Sally, votre coépouse? La même chose. C'était la même chose? Elle aussi, elle travaillait pour lui? Oui. Mais elle, son argent, ce n'était pas vraiment pareil. Elle travaillait comme ce qui s'est passé ici. C'est-à-dire on a emporté l'Afrique en Europe. Ce qu'on fait... les réalités d'ici, vous les transposez en Europe sans gêne, sans problème? Oui. On fait des mais en pire, quoi? Oui. Les femmes, elles cotisent de l'argent et il y a une qui ramasse. Et quand elle les ramassait... La tontine. Quand elle ramassait, automatiquement, elle donnait tout à Moustapha. Mais pourquoi elle le faisait, à votre avis? Elle le faisait par amour ou par peur? Je n'en sais rien. Je ne peux pas vous dire. Et vous, pourquoi vous le faisiez? Pourquoi est-ce que vous lui reversiez tout votre salaire? Ben, je n'avais pas le choix. Si je ne donnais pas, je recevais des coups, donc il fallait donner. Une fois, je me rappelle encore, et j'ai même dit dans le livre,
Pardon. Je sors et j'emmène. Je viens avec l'argent, j'avais faim dehors et non, je fais carême. Ah d'accord, d'accord. Ok, elle a suivi hein, parce que comme elle a un petit chat dans la gorge, j'ai fait signe pour qu'on lui apporte de l'eau. Elle jeûne. En fait, elle a la gorge nouée. C'est cela, c'est cela. Et Ibrahim, c'est pas la peine. Il faut laisser, elle va pas boire. Ma patronne me paye et je reviens. En venant à la maison, j'avais faim et j'achète, à l'époque c'était en francs. Je prends 5 francs dans mon argent, j'achète un croissant pour manger. J'arrive à la maison, il se met à calculer l'argent, il dit mais il manque. J'ai dit comment? Je dis oui, j'ai acheté à manger parce que j'avais faim. Bah, il fallait pas, il s'est jeté sur moi. Rien que pour ça? Oui. Donc, c'était sur la somme de combien? 5 francs. Non, je veux dire que vous aviez 3 000. combien? 3 000, oui. 3 000 francs en français. Et il s'est jeté sur moi. Ainsi de suite, il me battait tout le temps. Oui. Et il vous battait généralement pour quelles raisons? Je veux dire, en dehors de cette... Il n'y avait pas de raison. Il paraît que je n'ai pas une belle voix. Même quand je chantais, quand ça ne lui plaisait pas, il se jetait sur moi aussi. Et parfois, ça lui arrivait de dire, j'ai les mains qui me démangent, il faut que je frappe quelqu'un. C'est pas possible. Oui. Et ce quelqu'un, c'était vous ou Sally, entre vous deux, c'est cela? Ça pouvait être Sally. Ça pouvait être Sally, votre coépouse? Oui. Vous étiez la plus battue ou c'était non, pareil. Équilibré? C'était pareil. La fréquence de combien? Vous battez combien de fois par jour? 2 matins, 2 ah non, mais il faut... C'est pas à manger aussi, quand même. Mais dans le mois, 1 fois par mois, ça peut être, je ne sais pas, je ne peux pas dire. En tout cas, c'était régulier. Et les fois, c'est vrai que c'était récurrent, mais les fois que vous n'êtes pas prête à oublier, les fois où il vous a battu, est-ce qu'il vous a déjà battu à 100? Oui, j'étais enceinte de 7 mois et il m'a frappé aussi. Voilà. Et après, j'avais la haine de l'enfant que je portais en moi. Et j'ai commencé à me donner des coups aussi dans le ventre pour que l'enfant il tombe, puisque c'était mon 2e enfant. Pardonnez-moi. Non, ça ira. On vous comprend. Tenez. On peut l'encourager. Hein. On peut l'encourager. Il faut dire que c'est vraiment dommage parce que ce n'est pas un cas isolé. Vous avez beaucoup de chance. Vous avez eu beaucoup de chance parce qu'il y a des femmes qui sont décédées dans ces circonstances-là, malheureusement. Elles ont été assassinées. Oui. Et un jour, bêtement, comme je venais d'ici, je n'avais pas la notion du temps. Est-ce que j'avais une montre ici? Non, je n'avais pas de montre, donc je ne calculais pas le temps. Il fallait aller chercher l'enfant à l'école. Et j'ai oublié l'heure d'aller chercher. Je suis arrivée peut-être 15 minutes après. Et la maîtresse, elle m'a dit, ah, vous êtes en retard. Je suppose qu'on l'a appelé au travail et quand il est rentré, il m'a rasé la tête. Il m'a dit, assieds-toi. Je me suis assise. J'avais peur. Je pensais qu'il allait me poignarder. Il m'a dit, assieds-toi. Donc, j'ai dit, ah, ben, c'est bon, il ne va pas me tuer alors. J'ai dit, ben, j'ai la chance. Je me suis assise et il m'a rasé la tête. Pourquoi il vous a rasé la tête? Il ne m'a même pas dit pourquoi il m'a rasé la tête. C'est quand il a fini, en partant maintenant, il m'a dit, la prochaine fois, tu seras à l'heure pour aller chercher mon enfant à l'école. Et c'est là que j'ai compris que c'était pour l'enfant qui m'avait frappé. Justement parce que vous n'êtes pas arrivé à l'heure, avec 15 minutes de retard pour récupérer l'enfant. Pour cela, il vous rase. Qu'est-ce qu'il avait contre vos cheveux? J'avais des tissages. Et quand peut-être il ne savait pas, il a d'abord commencé à couper les tissages. J'ai dit, Dieu merci, il ne sait pas que mes cheveux sont en bas. Et c'est après, après maintenant, il a compris que mes cheveux ils étaient en bas. Là, il a pris un rasoir même pour raser. Tout est tombé. Mes cheveux, ils étaient comme pour vous. Et ma coépouse, elle vient, elle me dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es rasé la tête? J'ai dit non, c'est à la mode maintenant. Je vais travailler pour Karl Lagerfeld. J'ai dit bien dans mon livre. Mais est-ce que vous partagez avec votre coépouse vos souffrances communes? Est-ce que vous aviez, je le dis en passant, est-ce que vous aviez des plans une certaine complicité pour d'évasion ou pour poser plainte? Non, c'était le contraire. À aucun moment vous ne vous êtes ligués? Non. Et même si elle me disait d'aller poser plainte, je n'allais pas le faire. Pourquoi? Parce que vous préfériez ici, mourir sous les coups? Non, ici déjà on voit la violence dans les couples. Donc, enfin, un homme peut frapper sa femme, on dit ah, il a le droit.
Mais quand je suis arrivée, j'étais partagée entre deux traditions. Mais là, j'ai fait le déni. Vous estimez que la violence est traditionnelle? Chez les Doulas, ça s'est fait. Hein. On frappe la femme et puis... bon, pour lui, c'était exagéré. Sinon, c'est pas parce qu'il me frappait que je suis partie. Mais je vivais plus pour moi-même. Je vivais à travers lui. Donc, je n'avais pas le temps de réfléchir. Ce qu'il me faisait, c'était mal ou bien. Et j'étais dedans, je ne me posais pas la question. Et ma co-épouse en question, ma co-victime, parce que j'ai dit dans mon livre, ma co-victime, c'est pas ma rivale, puisqu'on était dans la souffrance, nous deux. Mais il n'y avait pas de solidarité entre nous. Mais quand les gens nous voyaient, on disait, ah, les deux rivales, elles sont bien ensemble. Mais vous sauviez les apparences. Hein. Oui, l'apparence... trompeuse. Mais, oui. Vous disiez tantôt, je veux savoir. Bon, franchement, je suis dépassé par ce qui s'est passé. Heureusement que c'est le passé. Vous disiez tantôt, vous étiez enceinte. L'enfant était de qui? De lui? Il va être de qui? Ok, de lui. Non, pour juste éclairer les choses. L'enfant était de lui. Oui, mais c'était son enfant. C'est-à-dire, vraiment, il vous battait comme ça là. Comment il faisait pour s'approcher de vous? Et puis, quand même, vous avez une vie conjugale quand même. Oui. Comment il arrivait à vous convaincre? Et puis, les choses, vous rentrez dans l'autre. Comment? Parce que quelqu'un... C'est sérieux. Quelqu'un qui vous bat comme ça, une telle fréquence, battre quelqu'un, raser les cheveux, et puis il arrive quand même à vous. Qu'est-ce que vous disiez? Puis vous acceptez ça encore? Toutes les femmes battues vous diront la même chose. Une femme battue s'est dit, c'est ma faute. C'est ce que je me disais. Je disais, c'est ma faute, il est gentil, mais pourquoi je... peut-être que j'ai fait une bêtise, c'est pour ça qu'il me frappe. À chaque fois, c'est ce que je disais. Est-ce que vous vous sentiez redevable vis-à-vis de lui? Parce qu'il vous avait emmené en France. Jusqu'à présent, je n'ai rien contre lui. Mais ce qu'il me faisait, c'est ça qui me fait du mal. Qui me faisait du mal. Plus qu'aujourd'hui, je peux dire, je suis sortie de là. Donc vous ne lui reprochez rien du tout? Non. Donc ça s'explique, hein, c'est la raison pour laquelle vous n'allez pas chercher à vous confier à quelqu'un ou à porter plainte, à le dénoncer par exemple à la police? Non, vous auriez pu le faire. J'avais honte. Je me disais... Je me disais que c'était ma faute et que même quand des fois j'avais... Comment votre faute? Expliquez-nous cette victimisation. Je ne sais pas, c'est ce que je me disais. Parce qu'il arrivait à m'endoctriner, donc je me disais tout était de ma faute. Quand j'arrivais au travail, des fois, j'avais l'œil au beurre noir. Mes collègues me demandaient, mais tu as eu quoi? Je dis non, je suis tombée sur l'escalier. À chaque fois, c'est ce que je disais. Mais c'est de votre faute si vous achetez un croissant pour manger parce que vous avez faim ou quelqu'un vient vous battre, c'est de votre faute. Je ne sais pas. Elle se disait certainement que si elle n'avait pas acheté le croissant, ça ne serait pas arrivé. Mais quand j'étais dedans, je ne me rendais pas compte. C'est après maintenant que je me suis rendu compte que c'était la violence. Voilà. Ah, vraiment. Et à partir de quel moment vous réalisez que vous étiez dans un cycle infernal? 2 semaines après, quand il m'a mise à la porte, et c'est de là que je me suis sentie bien. Dit, mais après combien d'années de vie? 6 ans. 6 ans. Vous avez supporté ça pendant 6 ans. Oui. Je me suis dit, mais c'était pas une vie, c'était la prison que je vivais. Mais c'est après que je me suis rendu compte. Dedans, je me rendais pas compte. Vous êtes sorti de la maison sans moyen aucun, ou est-ce qu'il vous a... On va revenir là-dessus. Nous y sommes déjà. Alors, je veux savoir, vos parents, puisque vous étiez très proche de votre maman, vous le dites dans le livre, est-ce que maman était informée de tout ce qui se passait là-bas? Oui, c'était tout ça aussi, que j'acceptais tout ce qu'il me faisait. Parce que comme je suis partie, j'ai fugué et je suis partie. J'ai refusé mon cousin. Peut-être que le cousin, ça allait être mieux que lui. Donc, je me suis dit, je vais supporter. Peut-être qu'un jour, il va changer. C'est ce que je me disais. Et votre maman, elle n'était au courant de rien? Non, mes soeurs n'étaient pas au courant, ni moi. Alors moi, il y a une question. D'accord. Excusez-moi, Caroline. Il y a une question qui m'arrive. C'est vrai que vous êtes rencontrés et la même année, vous avez fugué. Est-ce qu'avant ça, vous saviez qui il était, étant à... C'était oui, Mankono. Est-ce qu'il avait une réputation? Est-ce qu'on le connaissait? Non, non, ça, je ne savais pas. Comme moi, j'ai grandi à... Donc c'était un parfait inconnu? Non, pas vraiment inconnu, parce que tous les croyants... Il avait de la famille quand même à Mankono. Il y venait de temps en temps pour les cérémonies. Oui, mais vous, est-ce que vous saviez qui c'était? Quel genre de personne il était? Quelle activité il avait en France? Non, non. Mais ça, après, il m'a dit, quand j'ai fugué avec lui, il m'a dit qu'est-ce qu'il faisait et tout. Donc, elle ne pouvait même pas imaginer ce qu'il attendait, puisqu'il disait qu'il était en instance de divorce et elle était amoureuse. Une jeune adolescente amoureuse, on sait ce que c'est, hein. Et puis, on ne réfléchit pas beaucoup. Trop crédule aussi.
Pardon? Peut-être un peu trop crédule. Je suis restée naïve, je dirais. Naïve aussi. Parce que dans mon rêve d'enfant, il n'y avait pas... Le divorce n'hésitait pas. Donc, je me suis dit, ça va s'arranger un jour. Jusqu'à ce que je me retrouve dehors. Et mon inquiétude est la suivante, parce que quand vous allez en France, vous êtes analphabète. Oui. Vous ne savez ni lire, ni écrire. Oui. Ça devait être quand même difficile, parce que vous arriviez à vous déplacer, tout cela. Comment vous le faisiez? Au début, c'était difficile. Comme il fallait... Quand je suis arrivée, combien de mois après? Bon, il avait ses grands enfants, donc on m'aidait un peu. Et en France, les bus, il faut... C'est ça, tout est écrit. Voilà, j'avais du mal. J'avais du mal à me déplacer et tout. Et même quand j'ai eu le travail, c'est lui-même qui m'a accompagnée. Plusieurs fois, on a fait le demi-tour, aller-retour. Et après, je me suis... Mais en tout cas, j'avais l'envie d'apprendre à lire, à écrire. Et lui, il ne voulait pas. Plus que je suis partie pour travailler, pour lui donner mon argent. Il ne fallait pas apprendre à lire, à écrire pour s'en sortir. Alors, Madame Fofana, je pense que c'est la fin de la première partie de cette histoire, de cette mésaventure, j'ai envie de dire. Vivre rien que ça, Sandia Fofana, née en Côte d'Ivoire, devenue esclave de son mari en France. C'est ça, hein, c'est l'intitulé. Vivre rien que ça, c'est bien cela. Et demain, on va savoir comment est-ce qu'elle est parvenue à écrire ce livre. Ça a été quoi donc la suite de cette histoire? Est-elle restée encore longtemps avec le monsieur? A-t-elle fugué? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On le saura demain. En tout cas, merci beaucoup pour cette première partie. Merci d'avoir accepté notre invitation et on espère qu'à partir de demain, il n'y aura plus de violence conjugale dans les foyers. Enfin, on ose l'espérer. Merci beaucoup, Sandia Fofana. Merci pour votre courage surtout. Et voilà, c'est donc la fin de cette première partie. Dans la deuxième partie, nous aurons une autre invitée qui nous parlera de ses activités et aussi la chronique de Jean-Michel. Voilà, on la voit de dos, c'est donc juste un petit indice. Il y a des femmes qui se battent pour assurer des lendemains meilleurs, on va dire, aux enfants. Merci infiniment pour ce que vous faites. On aura les détails dans quelques instants. Voici donc l'instant de la pub. À tout de suite. Oui, voisine. Mais tu es où? Je te cherche depuis 2 heures. À Locodro pour retirer de l'argent. Toi, tu sais pas qu'il y a Move Money au quartier ici et puis à l'agence NCA pas loin de nous. Oh, on revient ici, oui. Avec Move Money, effectuez vos retraits d'argent à moindre frais dans toutes les agences Move, les agences NCA Bank et plus de 5000 points agréés dans toute la Côte d'Ivoire. Move Money, c'est encore mieux, hein? C'est encore mieux avec Move Money. Move. No limit. Eh oui. Merci beaucoup, public de ce midi. Nous sommes donc de retour après cette partie triste. Nous espérons donc cette deuxième partie plus gaie. Et sachez que le samedi dernier, elle était en spectacle. Alors, je vous dis qu'elle a assuré grave. Priscille, la dégameuse, était en spectacle. C'était son tout premier One Woman Show. Et c'est le show qu'il ne fallait pas du tout rater. Elle nous a démontré qu'elle avait exagérément de nombreuses personnes dans sa tête. Franchement, Priscille la dégameuse. Et on veut remercier également la participation de plusieurs humoristes qui l'ont accompagnée. Le magnifique Willy Dombo, Dr Philo et bien d'autres. Il y avait aussi des artistes chanteurs. C'était un spectacle époustouflant. Elle a de nombreux talents. Elle a d'énormes talents. Et elle les a vraiment étalés. Le samedi dernier au théâtre de la Cité, eh bien, elle avait rencontré Eskelly, c'est bien ça, l'oiseau rare. Nous avons vu la première partie la semaine dernière. Eh bien, aujourd'hui, c'est vrai que Priscille n'est pas là, bien qu'elle soit absente, un peu trop fatiguée d'ailleurs. Nous allons regarder la deuxième partie de sa rencontre avec l'oiseau rare. Dans ton quartier où tu habites là, tu fatigues les voisins. Mais voilà le quartier. On est dans mon quartier. Mais les voisins, c'est plein. Mais voici tous les voisins. Tu te promènes les machettes, tu poursuis les gens. Bon, une chose est sûre, quand je suis venu ici, personne n'a fui. Toi, tu me vois que tu fuis, tu sais pourquoi tu fuis. Moi, je suis assise à côté de toi. Une chose est sûre, si sorcier me croit, tu as décollé. Il apprendra. Il n'y a pas à faire de... On est à 13 tous ceux qui fuient l'enfant, ce sont des sorciers. C'est pour ça qu'ils ne te supportent pas. Voilà. Et quand tu es au quartier, que tu fais tes incantations, ça les fatigue. Je ne fais pas d'incantations. Je sors. Si tu es sorcier, quand tu me crois, tu décolles. Elle est là. Et tout ça, c'est pas de moi. Mais elles sont à moi. Elles ne fuient pas. On n'a pas le choix. Si tu me vois que tu fuis, c'est pas être sorcier. Toi, tu es venu pourquoi tu n'as pas fait? Parce que tu n'as rien à te décoller. Mais sorcier n'a qu'à venir s'arrêter ici. Dès qu'il va me voir, qu'il fait hey, il va décoller. Et
avais tes amis artistes et que tu m'as dit que tu étais avec tes frères, tes petits du quartier, tu m'avais les amis artistes. Oui, tu fréquentais toujours. On se fréquente, je vois tout le monde. C'est vrai, ils sont beaucoup occupés, mais on se voit. Moi, j'ai pas d'ennemis dans le showbiz. Moi, tout le monde, c'est mes potes. Comment ils réagissent quand ils te voient? C'est toujours comme tout le monde réagit ici, c'est la famille. Oui, Beno. Beno, il est là, il va bien. Je vois son grand frère qui gère toujours le studio de temps en temps. Tu fais une comédie musicale, tu nous as fait quoi comme ça? C'était quoi? C'était de l'opéra. Ok. Et à un moment, on devait... Est-ce qu'il fait de l'opéra? C'est pas un spectacle bizarre là. C'était de l'opéra. Voilà. Et à un moment, on voulait dire au chanteur, le gars avec qui je faisais, c'est un grand chanteur coréen. Il est mondialement reconnu dans l'opéra. Je voulais lui dire que bon, les thèses de Mozart, il les chante toujours pareil. Est-ce qu'il ne peut pas un peu changer? Parce que Mozart, même de son vivant, il a essayé de quand même apporter une autre touche. Voilà, bon. On essayait de moderniser l'opéra dans le texte de Mozart. Derrière Mozart lui-même, c'était pour juste la pièce. Mais qu'est-ce que tu dis de ceux qui pensent que justement tu fais tout ça là pour le buzz? Non. Est-ce que moi j'ai besoin d'un buzz encore? Je ne le pense pas. Est-ce que moi j'ai besoin... La preuve, je dis que je ne sors pas des chansons. Si j'avais besoin de ça pour mes chansons, en faisant le buzz, je sortais un certain, j'ai forcé les gens. Mais je fais ça et puis je ne parle pas de chansons, je ne fais pas de sorties, je ne suis pas fait une émission, je ne cours derrière personne, je ne fais rien. Ça n'a rien à voir. Ma vie, elle est restée telle qu'elle est. Impact. Seulement, je passe un message. Okay. Quel est le message justement? Après moi, quand ça va venir, c'est tonnerre plus mort. Wow. Alors, est-ce que moi, il a envie que tu chantes quelque chose pour nous montrer que c'est toujours là? Angania sangama tanga kungani apimo mondo. Keli musanga mumondo. Mama letio, apasinga na priska letio. Elte yikusanga leti. Avinenga na kuki ebenewo. Opiku sukanya na matanga tinga mama mari. Yaba kwanga nyasanga tanga na te. Ebenewo. Enu wetuwe. Enu wenuwo. Amakuluko masanga tingene nini. Je soulève la machette de Saint-Georges. Au nom de Dieu, je lève la machette. Qui est contre le bien mourra. Je vous le bien tu vivras. Kanganyete. Kongolenga masusu. Allez. Ok te. Ok ça. Ok ça. Ok. Et Sakeni frappa à nouveau, il dit est-ce que j'ai encore besoin de buzz moi? Et tout à l'heure quand l'élément passait, il y a des gens qui ont dit dans le public, mais est-ce que sa réaction là est normale, tout ça? Bon, Prissi n'est pas là, mais quand même comme je suis son badé, voilà, Prissi et moi on se comprend. C'est une réaction, ouais. Son frère quoi. Voilà, donc je peux m'ériger là, mais je peux répondre à la question, aussi, voilà. Faire une analyse vraiment philosophique de la chose, vraiment. Vraiment, chacun a sa manière de voir les choses. Moi, franchement, je trouve que c'est une réaction normale, très normale d'ailleurs. Est-ce qu'elle est... Est-ce qu'elle est d'avant là, c'est comme ça? Mais je l'ai aimé pour tester la chose qu'elle lui fasse peut-être de prendre la chanson qu'il a révélée, ma copine de pata. Alors si on allait voir s'il allait se rappeler des paroles. Non, mais il peut se rappeler les paroles. C'est possible. Non, je pense qu'il a toujours cette fibre artistique-là. Il a un talent avéré. Après, les autres facteurs sont... Tout ce qu'il y a autour, franchement, on ne les maîtrise pas forcément. On ne saurait se prononcer là-dessus. Israélien noir. Merci beaucoup. On applaudit très fort Prissi, la dégameuse. Et encore une fois, chapeau, ma chérie. Et oui, nous allons poursuivre et retrouver cette fois-ci Jean-Michel Onin. Aujourd'hui, c'est la culture, n'est-ce pas? C'est bien ça, le petit pot culture. Et voilà, on connaît depuis mercredi à l'occasion du SILA 2017 le lauréat du Grand Prix littéraire national Bernard Dadier. C'est l'écrivain philosophe Josué Guébo, récompensé pour la qualité de son poème Au chemin de Babo Naki. C'est une magnifique, il écrit bien, hein. En tout cas, une magnifique invitation lyrique à la paix et cohésion nationale qui lui a valu un trophée et une enveloppe d'1 million de francs CFA. Michel Talon-Laura a, elle, reçu le prix Jeanne de Cavalli pour la littérature enfantine grâce à son œuvre La mésaventure de Tavli. Ce sont des aventures candides, en résumé en 47 pages. Le Grand Prix national du jeune écrivain 2017 est allé dans les mains de Marina Niava pour son œuvre American Dreamer avec un trophée et 500 000 francs CFA. Et puis la maison d'édition African Reflect a remporté un peu plus, c'est-à-dire 1 million et un trophée en guise de prix 2017 du meilleur éditeur pour l'ouvrage L'autre
de Camara Nangala. Et voilà donc qui nous donnera vous aussi des idées, de très belles idées de lecture si vous vous posiez la question de savoir quoi lire pour les prochains jours. Et puis j'ai une belle date en perspective pour vous, clients de culture. C'est du mercredi 14 au vendredi 16 juin 2017 à l'Institut français. Le rendez-vous, c'est la grande nuit des chansonniers et maîtres de la parole. C'est une initiative de l'écrivain Alain Tailly qui nous réserve 3 jours de rencontres authentiques avec les maîtres du Tohuru, du Saoba, du Djelia, des chansonniers baoulés, des tambourineurs. C'est un bel événement dédié à la musique vocale, à l'art oratoire, qui accueillera les plus grands poètes de 6 grandes régions de Côte d'Ivoire, avec un programme également des conférences, panels, des nuits polyphoniques et puis des spectacles oratoires qui vont sûrement vous enchanter. Donc prévoyez faire un tour, ça va vous apporter. Et pour finir, c'est une fierté aussi pour le continent. Je vais vous parler de deux jeunes Togolais, Jules Tchédou et Gérard Pana. Ils ont lancé le premier jeu vidéo entièrement conçu et programmé, développé dans leur pays. Il s'appelle The Boy in the Savannah. C'est le garçon dans la savane. C'est un divertissement en 2D avec un principe qui est simple, mais à la fois aussi prenant. Il consiste à faire tenir le garçon pendant qu'on joue le plus longtemps possible dans la savane, en évitant les obstacles, les mauvaises surprises, les animaux sauvages qu'il rencontre. Alors c'est un jeu qui a le mérite de faire découvrir aussi au reste du monde la faune, la flore, le paysage africain, mais aussi l'image d'un continent en marche, puisque à mesure qu'on joue ce jeu-là, le village se développe. On le retrouve plus tard électrifié avec le confort occidental, la modernité. Et le concepteur Jules, et il n'est pas le seul, il y a aussi Gérard, donc tous les deux sont âgés respectivement de 22 et 24 ans. Ils sont graphistes et programmeurs de formation. C'est un petit exploit qu'ils ont réussi à partir de moyens très basiques. Voilà. Et en ce moment, ce jeu-là suscite de l'engouement dans leur pays et puis des félicitations qui arrivent de tous les pays du monde, comme de la Côte d'Ivoire à l'instant. Le jeu est téléchargeable sur Apple Store. Félicitations à eux et bon courage à toute l'Afrique qui pense, qui produit, qui invente et qui avance. Merci infiniment, Jean-Michel Hénard. Et quand je vous écoute, je vous vois en train de présenter le journal. Je ne sais pas pourquoi. Merci. Merci beaucoup pour cette bénédiction. Non, mais ça va venir absolument. C'est votre place. Et je voudrais saluer des associations qui sont ici avec nous dans ce studio. Le fan club C'est Midi est là, n'est-ce pas? Merci de votre présence. Et n'oublions pas d'embrasser l'association des femmes de Petit Toit Rouge de Yopougon. Merci. Tout se passe bien, j'espère que vous ne vous ennuyez pas, c'est midi. Hein? Pas du tout. C'est la première fois que vous êtes là apparemment. Vous n'êtes pas intimidé, hein? Non, par toutes ces caméras-là. Merci en tout cas de votre présence et nous allons à présent recevoir une autre dame sur le plateau de C'est Midi. Eh bien, elle est présidente fondatrice de l'ONG Centre Omega International et elle a donc reçu un important don, on va dire un don presque inespéré dans le cadre de ses activités. Madame Ba Christine est notre invitée surprise du jour. Madame Ba Christine. Je rappelle donc présidente de l'ONG Omega International. Alors d'entrée de jeu, merci déjà d'être sur le plateau de C'est Midi, merci beaucoup. Merci. Et je voudrais savoir comment l'idée de créer cette ONG Omega International vous est venue. C'est difficile d'en parler. En fait, un dimanche, je suis venue de l'église avec mon fils. Et il n'a pas aimé ce qui a été préparé. Il a dit qu'il partait acheter la cuisine. Il n'a pas aimé ce que la servante a fait. Et il a dit comme ça qu'il partait acheter Garba. Il est parti avec ses amis. Et bon, je ne l'ai plus revu jusqu'aujourd'hui. Voilà, je ne l'ai plus revu jusqu'aujourd'hui. Il a disparu. Nous sommes désolés. Beaucoup de courage à vous, madame. Il a été emporté par la mer. Voilà. Il a été noyé. Il avait quel âge? Il était à quelques jours de ses 13 ans, en fait. Et ça, c'est depuis 2004. Voilà. Le 8 février 2004. Enfermé longtemps sur des jours dans la maison. C'est comme ça que le Seigneur m'a éclairé sur la vie des orphelins. Parce que pour moi, là où il est parti, il est sans père, sans mère, c'est un orphelin. Là-bas, il souffre. Le Seigneur m'a ouvert les yeux sur la vie des orphelins. Je dis, tiens, il y a des personnes qui souffrent comme ça, qui sont sans père et sans mère. C'est comme ça le Seigneur
m'a envoyé pour sa mission. Vous avez vraiment senti le besoin de vous occuper des enfants, oui, d'autres personnes? Et quand je suis avec eux, c'est comme si je suis avec l'enfant. Avec votre enfant. Voilà, gloire à Dieu. Ben là, et on va dire c'est parti comme ça et vous avez commencé à vous occuper des enfants. Oui. Aujourd'hui, vous avez environ combien d'enfants sur votre toit? On a une cinquantaine pensionnaires, cinquantaine. Et vous avez reçu récemment, on va dire, vous avez quand même bénéficié du soutien de plusieurs personnalités de ce pays. Effectivement. Et le dernier lot en date, c'était donc... Le vendredi 26 mai, là seulement, le Seigneur nous a fait grâce. Nous tenons à remercier la première dame qui a dépêché sa représentante pour nous honorer, pour honorer cette cérémonie. Nous remercions aussi Madame la ministre de la Femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité. Un grand merci à Salfo, le président de la Fondation Magic System, qui a gracieusement offert un centre d'hébergement pour nos orphelins et enfants dits vulnérables. Oh là là, Abassam. Bravo Magic System. Vraiment, vraiment, vraiment. Et nous disons un vibrant remerciement à Madame Assalfo qui a sensibilisé son mari en notre faveur. Ah d'accord. Voilà. Le pouvoir des femmes. Voilà. Le pouvoir des femmes. Voilà. Ah c'est bien, c'est bien. Et ce grand don nous a été offert, je dirais tantôt, par la Fondation Magic System grâce à un couple de prophètes. J'ai nommé le prophète Aka Paulin et Madame Aka Pamela, du vent de l'adoration. Depuis la France, qui nous ont appelés, ils sont venus en visite chez nous. Ils ont constaté eux-mêmes l'état des lieux. En tout cas, nous remercions toutes ces personnes qui vous ont aidés. Voilà, vraiment nous les remercions. L'émission est terminée et merci beaucoup pour tout ce que vous faites en faveur des orphelins. Voilà, grand merci à M. Chaloub, le PDG d'une société. Merci, on ne va pas donner le nom de la société. Merci beaucoup. Merci infiniment, Madame Ba. Oui. Merci d'être passée. Apparemment, j'ai un petit cadeau que je vais rapidement réceptionner. C'est de la part des femmes, de l'association des femmes de Croix-Rouge, de Petit Croix-Rouge. Merci beaucoup, je vous fais la bise. Merci beaucoup et encore une fois, bonne fête à vous. L'émission est donc terminée, merci de l'avoir suivi. Eh bien, si vous avez aimé, restez en notre compagnie, restez sur RTI 1 et puis on se retrouve demain pour un autre numéro. Au revoir.